Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. C'est pas parce que certains sont rentrés de vacances, d'autres rentrent de vacances que l'été est terminé. C'est important de le souligner. D'ailleurs, vous le ressentez dès que vous ouvrez votre fenêtre. Ça se sent notamment au climat qu'il fait. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec nos vraies voix pour débattre de l'actualité, pour faire le tour de l'actualité de cet été. Une actualité qui est assez riche. On va parler aujourd'hui du président de la République. On va faire un tour de France de l'activité touristique, voir comment les professionnels du secteur s'en sont sortis. On va parler rugby parce que c'est la rentrée du rugby ce week-end sur Sud Radio et évidemment qu'on va en parler. Il était hors de question d'oublier ça. Et puis comme chaque jour, je vais vous présenter nos vraies voix. Alors d'abord, on est comme chaque jour aussi avec une de nos vraies voix à distance au 0826 300 300. C'est Alain aujourd'hui. Bonjour à vous Alain. Bonjour. D'où est-ce que vous êtes, dites-moi? Moi, je réside dans le Gers. Dans le Gers, vous avez bien de la chance. Alors vous y résidez, c'est pas pour les vacances? Non, c'est pas pour les vacances. Ben voilà, mais vous habitez dans une destination de vacances pour les 3/4 de la planète le reste du temps. Vous avez bien de la chance d'être dans un aussi beau pays. On est ravis que vous nous accompagniez. On est également avec Corinne Tapiro qui va débattre avec vous. Bonjour à vous Corinne. Bonsoir à vous, conseillère d'arrondissement, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. Vous allez nous parler d'ailleurs ce soir d'une des nouveautés décidées par le ministère de l'Éducation nationale en matière de harcèlement scolaire. Une nouvelle vraie voix avec nous, Franck Guéguenia. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le maire d'Éperon, c'est dans le Calvados, et porte-parole du Parti radical de gauche. Est-ce que c'est votre première dans les vraies voix? Je suis même pas sûr. Alors, en tant qu'invité sur le plateau, oui. D'habitude, c'est en duplex. D'habitude, c'était à distance. Eh bien, on va vous baptiser. On va vous baptiser ce soir sur Sud Radio. On attend Nicolas Corato, qui est coincé dans les embouteillages. Sachez-le, lui qui dit toujours que c'est pas grave, que non, la municipalité où il roule en ce moment ne cause pas des embouteillages. On verra s'il le confirme une fois qu'il aura réussi à arriver. On l'embrasse bien fort. Chers amis, au programme aujourd'hui, Emmanuel Macron peut-il rebondir cette année après la rentrée? Souvenez-vous, en plein cœur de l'été, il nous promettait une chose pour la fin août, on y est, une initiative politique d'ampleur. Que peut faire Emmanuel Macron qui n'a pas de majorité? Sur qui peut-il s'appuyer? Sur quoi peut-il avancer? C'est la question qu'on va se poser avec un membre de la majorité à partir de 17h30. Vous aussi, vous pouvez nous appeler macroniste ou pas. 0826 300 300, on va en débattre, je le disais. Mais tout de suite, place à 3 mots dans l'actualité. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots chaque soir qu'on relève dans l'actualité sur lesquels on débat. D'abord le mot taxe, puisque sans augmenter les impôts, Bercy réfléchirait à la hausse de plusieurs taxes cette année pour tenter de renflouer un tant soit peu les comptes publics. Il y a le mot eau également, OEAU, c'est le convoi de l'eau qui est formé par les opposants aux méga-bassines, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ce convoi de l'eau s'élance aujourd'hui dans les Deux-Sèvres pour rejoindre Orléans avant ce qu'ils appellent un final surprise à Paris, ou plutôt ce qu'ils promettent. Et puis le troisième mot, c'est le mot droit de l'homme, puisque la justice moscovite a ordonné la dissolution de l'association Centre Sakharov dans une nouvelle dérive du régime de Vladimir Poutine. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, le mot taxe, je le disais. Alors, pas de hausse d'impôts, c'était un mantra gouvernemental. On l'avait promis, justement, plutôt le gouvernement l'avait promis. En revanche, Bercy serait en train d'explorer quelques pistes pour augmenter quelques recettes fiscales des taxes qui pourraient concerner les autoroutes, qui pourraient aussi concerner les automobiles, notamment via le malus écologique. En gros, plus votre voiture pollue ou pèse lourd, plus elle pourrait vous coûter cher à l'achat, au contraire des voitures qui pollueraient moins. Et puis, Bercy qui réfléchirait également à rajouter une taxe sur les billets d'avion. Est-ce que le gouvernement a le choix? Première question pour vous, Franck Guéguenia. Concrètement, il n'a pas le choix puisque l'État est aujourd'hui exsangue. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc c'est compliqué de pouvoir mettre en face un certain nombre de projets lorsque vous n'avez pas de recettes, notamment des recettes fiscales, qui sont valables. Donc il n'a pas le choix. Maintenant, est-ce que c'est cohérent? Non plus. Alors on est dans une double contradiction. Les Français souhaitent des services de proximité. La poste, l'école, les services hospitaliers. Et en même temps, comme dirait l'autre, on est foncièrement face à un besoin de financement de ces services. Et les gens ne peuvent plus payer parce qu'il y a eu une certaine gabegie, il faut le reconnaître, et ça depuis quand même plus d'une quarantaine d'années. Donc là, on est face à une vraie problématique et à une contradiction politique. On veut plus pour moins. Ben voilà. Donc au bout d'un moment, ça peut pas durer. Sachant qu'en plus les Français sont étranglés pour certains d'entre eux par l'inflation notamment. Donc c'est difficile d'aller les voir en leur disant qu'on va augmenter leurs impôts ou les taxes. Et si justement vous rajoutez
la conjoncture internationale, l'augmentation de toutes les autres taxes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État, et ça c'est nouveau par contre, se désengage depuis à peu près 10 ans dans le financement des collectivités, départements, régions, communes. Ce qui fait que les collectivités elles-mêmes ont été contraintes d'augmenter leurs recettes. Ce qui fait que le contribuable, de toute façon, au final, il paye à la fois pour l'État et les collectivités. Et lorsque l'État fait des économies, c'est au détriment des collectivités. Je suis bien placé pour le savoir. En tant que maire d'Éperon, dans le Calvados, Exactement. le disiez-vous. Corinne Tapiro, vous êtes conseillère d'arrondissement dans la capitale à Paris, pour le parti Les Républicains. La lutte, en tout cas, contre la gabegie des comptes publics, c'est un des combats de votre parti. Il faut bien faire rentrer de l'argent. Alors, non. La lutte contre la gabegie, c'est pas faire rentrer de l'argent, c'est moins dépenser déjà, pour commencer. Ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que dans la proposition que vient de faire et amorcer Bruno Le Maire, effectivement, il y a 3 000 milliards de déficit et je comprends bien qu'il faille le résorber. Donc, il propose de réduire les dépenses de ce qu'ils appellent les agences de l'État, Pôle emploi, Météo France. Néanmoins, il n'y a pas une ligne sur les économies du train de vie de l'État. Pas une ligne. Or, tous les comités Théodule qui coûtent une fortune, on pourrait déjà s'en passer. Ce serait quelques économies aussi. Exemple. N'importe quoi. Les conventions citoyennes, tiens, au hasard, qui n'ont pas porté leurs fruits. On a également la promesse de revenir sur la TVA à 10% sur un certain nombre de produits, notamment sur la restauration. Donc, ce qui est quand même assez difficile quand on sait que c'est un secteur qui est lourdement touché par la crise et notamment par la crise énergétique. Et Nicolas Corato qui nous rejoint, tout essoufflé. Il était dans les embouteillages. Non. Fondateur du think tank Place de la République. On était en train de parler de baisse des dépenses publiques et en même temps d'augmentation des recettes. Est-ce que le gouvernement, tiens, interro surprise pour les retardataires, c'est toujours comme ça, c'était pareil à l'école. Est-ce que le gouvernement a le choix d'augmenter ou pas certaines taxes l'an prochain comme on l'apprend aujourd'hui ? Est-ce qu'il a le choix ? C'est une vision politique qui s'imprime. Le gouvernement, il est face à une problématique, c'est la problématique du pouvoir d'achat de la population française versus la problématique du désendettement du pays. Public. Il faut savoir ce qui est prioritaire et il faut l'assumer. Manifestement, on ne peut pas poursuivre deux politiques parallèles, désendetter le pays et venir au secours des Français qui souffrent de plus en plus de la hausse des prix. Ça ne mène à rien, ça ne règle ni le premier problème, ni le second, ça ne fait qu'aggraver les solutions. Donc il faut avoir le courage de prendre des décisions. Soit on a une politique anti-inflationniste, et à ce moment-là, on arrête de se désendetter et on parie sur la croissance et sur la consommation. Soit on a une politique de désendettement, mais à ce moment-là, ça s'appelle une politique d'austérité. Et on en prend la responsabilité vis-à-vis de la population. Tiens, justement, Alain, qui est avec nous depuis le GRC, vous avez toujours de la chance, je le répète. Vous attendez une hausse des taxes ou pas, vous ? Oui, je vous entends, vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend merveilleusement bien. Est-ce que vous vous attendez à une hausse des taxes ? Comme l'a bien expliqué Nicolas Corrado, il y a un paradoxe, donc il l'a bien dit, on ne peut pas résorber la dette et soulager le pouvoir d'achat des Français. C'est un peu paradoxal, c'est difficile même, très difficile. C'est effectivement très compliqué. Ça veut dire que soit on augmente la dette ou on continue de l'augmenter, soit on tape dans le pouvoir d'achat des Français qui est déjà assez comprimé. Qui est déjà assez impacté. Oui, c'est ça. En tout cas, on entend votre pessimiste, mon cher Alain. Je vous propose qu'on avance avec ce deuxième mot dans l'actu, le mot eau. Alors, ça pourrait être le mot convoi de l'eau, exactement. Ce sont ces opposants aux bassines de Sainte-Soline qui lancent un convoi d'opposants avec notamment la Confédération paysanne et le collectif Bassine Non Merci. Ils veulent rejoindre les Deux-Sèvres, d'où ils sont partis aujourd'hui, rejoindre Orléans puis Paris pour un final surprise. Est-ce que vous comprenez, la montée de ces oppositions, notamment à l'accaparement de l'eau? C'est comme ça qu'ils appellent le fait que certains agriculteurs veuillent stocker l'eau qui tombe en hiver pour la réutiliser en été quand il y en a moins. Je l'entends, je le comprends, parce que c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu, et d'ailleurs il n'est pas nouveau. Je donnerai juste un exemple historique. Il y a quelques siècles, en Espagne, il y avait ce qu'on appelait los tribunales de las aguas, c'est-à-dire les tribunaux des eaux, qui justement avaient pour finalité de partager l'eau et de faire une répartition entre les agriculteurs et les exploitants.
Et on était à la période de la Renaissance. Donc on se rend bien compte que c'est pas nouveau et que ces épisodes de sécheresse, cette crise climatique ne va faire que renforcer cette pénurie et ce besoin, parce que ça c'est vital. On est déjà nous-mêmes, hommes et femmes, constitués de 70% d'eau. Donc on a besoin de cette eau. Et lorsque on n'est plus capable de abonder l'eau pour l'agriculture, pour notre quotidien, il va falloir qu'il y ait une instance qui puisse régir ce besoin. Sauf qu'il n'a pas encore été démontré que les fameuses bassines, dites méga-bassines par leurs opposants, celles de Sainte-Soline, privaient d'eau ceux qui étaient à côté et causaient des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un débat là-dessus aussi, entre les petites exploitations peu gourmandes et les grosses qui seraient plus gourmandes. Vous savez, on est, et ça c'est un drame de notre République, les gros ont quand même tendance à s'exprimer beaucoup plus que les petits. Et la France, malheureusement, on sait ce que ça coûte tout cela. Et dans le domaine de l'agriculture, souvent des syndicats très importants ont une voix beaucoup plus portante et forte que notamment la Confédération paysanne. Qui est justement celle qui se fait entendre pour le coup dans ce convoi de l'eau. Exactement. Et vous le soulignez à juste titre, Corinne Tapiero. Oui, on entend effectivement beaucoup les détracteurs de ces bassines de rétention d'eau. On entend assez peu les scientifiques sur le sujet. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que au final, on arrive à des débats qui sont basés sur un petit peu des sables mouvants. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la réalité. Certains s'enflamment, d'autres vont défendre quelque chose qu'ils connaissent peut-être assez mal. Mais ce que je retiens, moi, de tout ce que j'ai entendu sur les détracteurs de ces bassines, c'est qu'en fait, ils sont opposés à ce qu'ils appellent l'agriculture intensive. Et ils veulent revenir vers une agriculture moins productiviste. Mais enfin, on sait très bien ce que ça veut dire à terme. Et il ne faut pas oublier que malgré tout, nos paysans sont là pour nourrir la France. Allez, je vous propose qu'on avance sur le troisième mot. Vous ne l'avez pas entendu, mon cher Nicolas Corato, vous n'étiez pas encore là. C'est le mot droit de l'homme, puisque la justice russe a dissous l'association des droits humains, le centre Sakharov. Le tribunal municipal de Moscou a ordonné ce vendredi la dissolution de l'association. C'était un des derniers piliers de la défense des droits humains en Russie. C'est en pleine répression des voix critiques contre l'attaque en Ukraine. Est-ce qu'on peut dire que la répression est inarrêtable, en tout cas en Russie, dans ce domaine-là? Nicolas Corato. C'est un symbole très fort, l'association Sakharov. En plus, c'est assez paradoxal parce que finalement, Sakharov est un des animateurs de la chute de l'URSS. Donc le système politique russe d'aujourd'hui procède un peu de ce mouvement qu'avait lancé Sakharov, même si Vladimir Poutine est plus proche des anciens du KGB que des opposants à l'Union soviétique. C'est très inquiétant. Ça ne fait que confirmer finalement non plus la dérive, mais l'autocratie assumée du pouvoir russe. Ça questionne aussi notre regard sur Vladimir Poutine. Je rappelle que pendant des années, plusieurs responsables politiques dans ce pays, et pas que d'extrême droite. Je parle on a parlé de Nicolas Sarkozy, mais on parle aussi d'autres hommes d'État qui ont été Premier ministre, voire Président de la République. On regardait avec des yeux de chimène finalement la mise en place du pouvoir de Monsieur Poutine. On voit aujourd'hui où conduit effectivement cette logique. Donc ça pose une question quand même, y compris aux Français. Et peut-être une petite réflexion. Oui, on peut s'émouvoir que le gouvernement russe ordonne la dissolution d'une association. Je rappelle qu'en France, ces derniers temps, nous avons un ministre de l'Intérieur qui aime beaucoup manier l'arme de la dissolution des associations, et que ça aussi, ça devrait nous questionner. Et parfois, il se casse les dents sur le Conseil d'État. C'était le cas, en tout cas, pour les soulèvements de la terre à titre provisoire. On en parlait effectivement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Je vous rappelle notre premier débat. Est-ce qu'Emmanuel Macron est vraiment en mesure de rebondir cette année, après cette rentrée? On va en parler à partir de 17h30 au 0826 300 300 avec vous tous. Mais avant ça, les actualités qui retiennent l'attention de nos vraies voix. C'est dans un instant. On retourne à l'école avec Corinne Tapiero. À tout de suite. 17h21 sur Sud Radio, on vous accompagne jusqu'à 19h avec Nicolas Corato, avec Franck Guéguenia et Corinne Tapiero. Dans quelques instants, est-ce qu'Emmanuel Macron est en mesure de rebondir à cette rentrée? Est-ce qu'il est en mesure de prendre l'initiative politique d'ampleur qu'il avait promise au cœur de l'été pour la fin août? On va en parler avec vous tous. Mais avant ça, le tour de table de l'actualité. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table.
De l'actualité. Cette fois-ci, c'est Corinne Tapiro, fondatrice de l'Observatoire des parents et de l'école, qui nous ramène à l'école. Vous revenez sur cette actualité. C'était une promesse du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, davantage protéger les enfants harcelés à l'école et faire en sorte que ce soit plus à eux de changer de collège, mais plutôt à leurs harceleurs. Alors, le décret qui a été promulgué hier est très spécifique. C'est-à-dire, c'est un décret qui vient d'instituer une nouvelle compétence pour les directeurs d'école primaire. Parce que jusqu'à maintenant, les directeurs d'école primaire ne sont pas ce qu'on appelle des directeurs d'établissements publics locaux d'enseignement, mais sont simplement des enseignants parmi déchargés qui font en plus ça. Voilà. de leur charge d'enseignement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on peut, petite parenthèse, en général, on pouvait être dans la classe en CP, CM1, CM2 du directeur d'école. Exactement. Alors que c'est pas possible au collège. À Paris, on a quand même beaucoup de directeurs qui sont complètement déchargés d'enseignement eu égard aux nombreuses tâches administratives, nombreuses tâches qu'elles ont à faire. Donc là, ce décret permet aux directeurs d'école de renvoyer d'une certaine manière un élève qui serait harceleur. Très bien, pourquoi pas, admettons. Au collège et au lycée, cette prérogative est dévolue à ce qu'on appelle le conseil de discipline, qui prend une décision unanime. Mais cette mesure, c'est une mesure en trompe-l'œil. On fait beaucoup de battage pour une mesure qui est en trompe-l'œil, d'abord parce qu'on n'améliore pas du tout la prise en charge et l'identification du phénomène de harcèlement. À partir du moment où un enfant s'estime harcelé, avant que même l'institutrice ou le directeur d'école le reconnaisse, il se passe un certain temps. Parce qu'il faut mener un certain nombre peut-être d'investigations. C'est un temps qui est extrêmement long. J'ai entendu le papa du petit jeune qui a été déplacé, dont le harceleur a été déplacé il y a quelque temps. Il avait l'air très satisfait, mais c'est une mesure qui ne concerne pas le collège, ça concerne l'école, ça donne une prérogative au directeur d'école. Après, dans certains secteurs, le directeur d'école qui va évincer un élève harceleur, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. Et sauf qu'à un moment, il faut bien que la sanction tombe. Et alors, la réalité des faits jusqu'ici, enfin c'était la philosophie de la décision d'Attal pour le coup, la réalité des faits, c'était que c'était le harcelé ou la harcelée qui changeait d'établissement par peur. Assez rarement à l'école primaire, les enfants peuvent changer d'école. C'est assez difficile et les effectifs sont contraints. Mais il y a d'autres mesures. Il faudrait instaurer, par exemple, des travaux d'intérêt général pour ces enfants harceleurs, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'est leur attitude vis-à-vis des autres. Il faut libérer la parole au sein de la classe, que ce soit dans le premier ou dans le second degré. Parce que quand un enfant est harcelé, bien souvent, il y a un silence global autour de ces phénomènes. Donc, il faut faire de la prévention, de l'accompagnement psychologique, et il faut faire aussi une vraie formation aux enseignants pour qu'ils puissent être armés face à ces situations. Et Attal peut mieux faire, si je comprends bien. Oui. Nicolas Corato. Mais il communique bien, je le félicite. Oui, je partage en grande partie ce qui a été dit. Il y a un point, moi, qui me choque, mais qui me dérange dans ce décret, c'est que on perd de la collégialité. C'est-à-dire qu'on va attribuer une compétence nouvelle, vous l'avez dit, au directeur d'établissement d'école primaire, mais qui est une compétence pour lui-même et tout seul. C'est-à-dire qu'il lui reviendra d'assumer seul la décision, très clairement, d'exclure un élève d'un établissement, ce qui n'est pas une décision anodine. C'est moins de 10 ans. De moins de 10 ans. Ce qui n'est pas du tout une décision anodine, qui peut manquer d'ailleurs de contradictoire et surtout de collégialité. Moi, je trouve que le conseil de discipline qu'on retrouve notamment dans le secondaire est très utile pour ça, parce que je prends peut-être le sujet à l'envers, mais je pense que le contradictoire est important, et les droits de la défense aussi, même pour des mineurs. C'est-à-dire qu'un enfant harceleur, il est d'abord présumé harceleur. Il y a aussi des enfants qui sont présumés harceleurs et qui, dans les faits, ne le sont pas. C'est pour ça qu'au-dessus existe des conseils de discipline. Oui, mais c'est bien un peu l'hypocrisie de ce décret de mettre finalement à la charge du directeur d'établissement. Le directeur d'établissement primaire, vous l'avez dit, il n'a le droit de rien faire. Il n'a aucun pouvoir. Et bizarrement, pour régler le truc le plus compliqué au monde, qui est le harcèlement scolaire, alors là, on n'a pas de problème pour lui décharger une grande part de responsabilité qu'il assume tout seul. Ça me fait penser, vous savez, à la position du gouvernement il y a quelques mois sur les problèmes de respect de la laïcité dans les établissements. On a dit aux responsables, vous n'avez aucun pouvoir, mais là, vraiment, c'est à vous de le faire, et faites-le en toute autonomie. Je pense qu'à un moment, il faudra réfléchir complètement sur l'autonomie qu'on donne.
Mais dans ce cas-là, qui devrait prendre? Pardon, mais je veux bien, mais dans ce cas-là, si c'est pas au prof ou à l'instituteur... Il y a des conseils d'école dans les écoles primaires. Okay. Mais ça ne sert pas à ça. Non, mais j'ai dit, aujourd'hui, ils ne servent pas à ça. Moi, je pense que cette décision-là, qui est une décision lourde, elle demande de la collégialité, y compris pour que la sanction, lorsqu'elle tombe, soit comprise, y compris pour qu'elle soit partagée, y compris pour qu'elle soit expliquée. Et il faut que le corps pédagogique, il y adhère aussi. Moi, je pense que donner ce pouvoir uniquement au directeur d'établissement, c'est prendre le risque qu'à un moment, cette lutte et cette sanction ne soient pas comprises, voire même qu'elles soient détournées. D'ailleurs, sur la laïcité, dans ce décret, il est prévu que dans les conseils de discipline du second degré, puisse assister une personne qualifiée pour régler un problème de laïcité. Et je leur souhaite bien du plaisir pour convoquer tout ça. Eh bien, on reparlera de laïcité un peu plus tard dans l'émission avec vous, notamment Franck Guéguenia. Restez avec nous, on va parler politique dans un instant. Est-ce que l'élève Emmanuel Macron peut rebondir à ce nouveau trimestre à partir de la rentrée, justement? Peut-il trouver et prendre cette fameuse initiative politique d'ampleur qu'il avait promise pour la fin août? On va en parler avec vous tous. 0826 300 300, vous nous appelez, on vous donne la parole sur Sud Radio et on débat juste après ça. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Il est très précisément 17h30 sur Sud Radio. C'est la première pause, ou plutôt la première étape sur notre route des vraies voix jusqu'à 19h. Toujours avec Corinne Tapiro, conseillère Les Républicains d'arrondissement à Paris. Toujours avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Et le porte-parole du Parti radical de gauche, Franck Guéguenia. Tout de suite, nous parlons du président de la République. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut rebondir à cette rentrée? Lui qui nous avait promis en ce mois d'août, pour la fin du mois d'août, je cite, prendre une initiative politique d'ampleur. Que peut-il faire? Et surtout avec qui et avec quels moyens? On va en débattre avec nos invités, avec vous tous au 0826 300 300 et avec notre invité Anne Jonté. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, député Renaissance des Français de l'étranger. Est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment les moyens et la majorité, ou alors les alliés potentiels, pour prendre une initiative qui sortirait du cadre de sa majorité relative à l'Assemblée nationale? Écoutez, je pense que déjà depuis un an, dans le contexte particulier que nous connaissons de majorité relative, on a quand même démontré que nous étions capables de faire avancer le pays, de produire un certain nombre de textes, de lois qui ont permis d'avancer, d'apporter vraiment des avancées pour chacun d'entre nous, de redistribuer, d'aller vers le plein emploi, de protéger les plus vulnérables, de protéger aussi ceux qui travaillent. Enfin bref, on l'a démontré. Et donc je crois que le président est fidèle à son engagement, fidèle à son ambition de dépassement. On a réussi à le faire en trouvant des alliances parfois à droite, parfois à gauche. Eh bien, c'est ainsi qu'il faut continuer. Je crois que c'est ce qu'il veut porter, pousser. Et puis, ajouter à cela que dans son discours hier à bord des Mimosas, il a bien encouragé à l'engagement, notamment l'engagement de la jeunesse. Alors moi, c'est vraiment le message que je voudrais porter. Ça vaut le coup de s'engager pour le pays. Il y a beaucoup de choses à faire et on doit le faire tous ensemble, en se relevant les manches tous ensemble. Alors, sur le principe, tout le monde serait d'accord, mais sur la faisabilité, qui, à droite ou à gauche, serait prêt à prendre une initiative commune avec Emmanuel Macron ou alors avec la majorité aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez vraiment, Anne Jonté, qu'à la rentrée, par exemple, au Parlement, vous arriverez à avancer sur un texte commun avec des socialistes d'un côté et des républicains de l'autre, au hasard? D'abord, c'est pas à moi qu'il faut le demander. C'est justement à mes collègues parlementaires de droite, de gauche ou d'ailleurs, leur poser la question de savoir comment il a envie d'avancer pour le pays. Est-ce que lorsque nous proposons de ne pas augmenter les impôts de chacun des Français, chacun d'entre nous, ne pas augmenter l'impôt des entreprises qui permet de créer de l'emploi et d'aller vers le plein emploi, est-ce qu'ils ont envie de nous accompagner ? Quand on propose de maintenir le bouclier tarifaire sur l'électricité et de s'en désengager progressivement, est-ce qu'ils ont envie de nous accompagner? Quand on a envie d'augmenter la rémunération des enseignants, est-ce qu'ils ont envie de nous accompagner? C'est à eux qu'il faut le demander. Moi, j'ai bien envie qu'on ait un enseignant devant chaque prof, devant chaque élève. J'ai envie qu'on ait des élèves qui soient accueillis dans toutes les classes, y compris dès l'âge de 2 ans, y compris dans les petites et moyennes sections. Tout ça, je donne l'exemple puisqu'on arrive à la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils ont envie de pouvoir augmenter les bourses des étudiants, dont plus de 30% d'entre eux en bénéficient aujourd'hui? C'est à eux qu'il faut le demander. Oui, moi je crois qu'on a tous besoin d'être solidaires, d'être unis plus que jamais face aux défis que doit relever notre pays
pour protéger chacun d'entre nous et avoir envie d'avancer dans un pays efficace, qui soit redistributif comme jamais il l'a été, je veux le souligner, qui nous protège comme jamais il l'a été. Franchement, il faut se comparer à d'autres pays européens, ou moi je peux nous comparer à d'autres pays ailleurs. Oui, j'ai envie de continuer sur ce chemin-là, tous ensemble, et c'est à eux qu'il faut le demander. Mais justement, écoutez, on a à peu près tout le monde autour de cette table. On a 2 personnes de gauche, une personne de droite. Comme ça, on va vous proposer de faire un petit test, un stress test de cette volonté. Vous êtes d'abord avec Franck Guéguenia, qui est porte-parole du Parti radical de gauche. Alors, c'est pas un test neutre, c'est un crash test, là, d'abord, pour reprendre. Moi, décidément, heureusement, je suis assis, je vous le dis très clairement, Madame la députée, j'ai l'impression qu'on vit pas dans le même pays. Tout ce que vous venez de citer, moi, j'hallucine littéralement. Que ce soit sur l'augmentation des impôts, que ce soit sur l'offre sociale, l'apaisement, qui normalement devait être constitué sur 100 jours. Aujourd'hui, la crise des 100 jours est terminée la période des 100 jours, mais la crise est encore permanente. On a eu coutume de dire que certains présidents de la République étaient un peu des présidents de la République téflons, tout glissait sur eux. Le président Macron, quant à lui, aujourd'hui, c'est un peu le ballon sauteur. Il n'en finit pas de rebondir. Mais jusqu'où et sur quoi ? Vous l'avez très bien souligné, pas de majorité. Il n'y a pas de majorité. Mais il n'y a pas de souffle. Et puis surtout, il n'y a pas de ténor dans cette majorité qui n'est pas totalement majoritaire. Donc aujourd'hui, vous avez des seconds couteaux. Vous avez des personnes qui ont des parcours individuels et des ambitions individuelles. Et ce qui manque sincèrement, c'est un projet collectif. Et comme vous l'avez d'ailleurs souligné, il faut un projet collectif, mais il ne se dessine pas, d'une part, et ça, c'est très embêtant pour l'avenir de notre pays. Alors, la réponse d'Anne Jonté, ensuite la parole aux autres vraies voix. Alors, la réponse, d'abord, je vous trouve extrêmement méprisant pour ceux que vous appelez les seconds couteaux et l'absence de ténor. Oui, on peut avoir de l'ambition pour son pays sans être non plus sous les phares des projecteurs en permanence. S'agissant de l'absence de projet collectif, je ne vous suis évidemment pas du tout. Le président Macron a toujours été très clair sur son ambition de dépassement, de pouvoir à la fois travailler sur une libéralisation de l'économie et une protection de ceux qui en ont le plus besoin, les plus vulnérables, et même au-delà des plus vulnérables, ceux qu'on appelle parfois les classes moyennes. Et quand on est dans un projet qui a pour ambition de créer de l'emploi pour tous, avec le projet de plein emploi que nous tenons, qui est à portée de nos mains. Quand nous proposons de soutenir la jeunesse, comme nous le faisons sur un certain nombre de projets, j'ai cité la réévaluation des bourses des étudiants, mais également tout ce qu'on fait dans les écoles primaires, élémentaires, secondaires, dans les collèges, avec les difficultés que l'on connaît, mais nous le faisons avec le courage qu'il faut pour cela. Nous avons un pays qui avance, nous n'avons pas de doute. Je ne dis pas que nous n'avons pas de difficultés. Je crois que nous vivons tout à fait dans le même pays, mais que pour affronter ces difficultés, oui, nous avons besoin de personnes qui travaillent d'abord au service du pays et non pas au service de leurs propres ambitions. C'est peut-être ce qui nous différencie d'autres partis politiques. Et nous avons besoin d'un pays qui tout entier s'engage avec l'ensemble de ses forces politiques, qui doivent être capables aussi parfois de considérer qu'il y a des choses qui fonctionnent et que ce n'est certainement pas en expliquant à tout le monde qu'on vit dans un enfer alors qu'il y a des choses qui fonctionnent que nous pourrons faire avancer le pays. Tout n'est pas parfait, c'est pour ça que nous y travaillons. Nous y travaillons avec beaucoup de courage et de détermination, mais bon sang, le pays n'est pas un enfer. Et c'est en étant unis qu'on pourra avancer. Le président l'a encore redit hier, la division de la division pave le chemin du chaos. La parole à Alain au 0826 300 300, puis à Corinne Tapiro. Allô, oui. Oui, vous êtes toujours avec nous, mon cher Alain. D'accord. Alors, j'aurais fait une parenthèse, mais on ne peut pas revenir sur un sujet. Vous avez abordé l'eau, j'aurais aimé donner mon avis. Alors, on parlera de l'eau dans un autre instant, parce que j'aimerais qu'on parle d'abord... Là, on est quand même sur Emmanuel Macron. Si vous voulez, je vous redonne la parole quand on parlera d'autres sujets plus tard, si vous voulez. Non, écoutez, comme j'étais paysan, ça m'intéressait. Je comprends, vous avez raison. Vous avez raison. Et écoutez, je vous en reparlerai un peu plus tard. Pour Emmanuel Macron, oui. Eh bien, ça paraît difficile. Je ne vais pas le défendre parce que je trouve que c'est vide en idées. Ils sont très très forts en communication. Après, je crois qu'ils considèrent que le pays c'est constitué d'un tas de feignants qui sont responsables de tous les malheurs de la France. Moi, je suis paysan, je me lève à 6 heures. Pendant les moissons, je termine à minuit. J'imagine. Et donc, ça m'amuse un peu d'entendre ça, mais c'est de la communication. Donc, je me frappe pas plus que ça. Et je dirais que je préfère écouter vos autres intervenants qui ont vraiment raison. On est sur une pente glissante et on a du mal à relever la tête. Le plein emploi, peut-être qu'on y arrivera. Je ne crois pas que ce soit avec ChatGPT 4, surtout quand on sera audit.
C'est un autre sujet. Mais de toute façon, on écoute tout le monde sur Sud Radio, parce que c'est aussi pour ça qu'on débat. On a besoin d'entendre toutes les conceptions. Corinne Tapireau. Merci. Madame la députée, je vous trouve extrêmement injuste à l'endroit de mon débatteur. De Franck Guéguénia, pour ne pas le nommer. Parce que je ne l'ai pas trouvé méprisant. En revanche, je trouve que vous avez un mépris de l'histoire politique qui est extrêmement dérangeant. D'abord parce qu'Emmanuel Macron n'est pas arrivé dans un pays qui se construisait. Il est arrivé dans un pays qui était construit. Il a été le conseiller économique de Hollande pendant des années, puis son ministre. Donc il est largement comptable de la situation économique que nous connaissons. Vous savez comme moi que nous sommes à 3 milliards de dettes, ce qui est quand même colossal. En peu de temps, en l'espace de 20 ans ou 25 ans, on a doublé ce montant. Donc, Nicolas Sarkozy qui était là avant, il y a eu sa part aussi avec la crise de 2008. Il y a eu la crise de 2008, donc il y a eu un amoncellement de choses. D'autre part, vous demandez aux oppositions de travailler tous ensemble dans un grand élan soi-disant patriotique. Mais madame, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est à vous de faire des propositions et de proposer un projet pour voir si ces oppositions peuvent le rejoindre. Jusqu'à maintenant, la plupart des textes que vous avez déposés, soit sont passés avec le 49.3, donc on va pas revenir sur le sujet, soit vous avez refusé la plupart des amendements. S'ils ont été acceptés au Sénat, ils ont été rejetés à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça que vous dites qu'il faut s'engager tous ensemble. Vous parlez de l'engagement de la jeunesse. Moi, je veux bien, mais tout ça, c'est de l'incantation. On parle de ce sujet. Est-ce que M. Macron, le président, va rebondir? On en parle depuis la crise des Gilets jaunes. Depuis 2017-18. Allez, je vais être gentil. Entre-temps, il a été réélu quand même. Oui, non, mais il a été réélu face à Marine Le Pen, avec un taux de participation extrêmement faible. On n'est pas aux États-Unis, il a été réélu. Non, peu importe. Je ne dis pas qu'il n'a pas été réélu. Et c'est un fait, il est président de la République. Il a été réélu, néanmoins, il n'a pas rebondi. C'est tout. Soit. Anne Jonaté. Alors d'abord, pour le premier intervenant, dire que tout n'est pas communication, loin de là. Nous avons des résultats qui montrent que nous agissons. J'ai cité les résultats sur l'emploi, je peux citer également les résultats sur l'inflation et la modération de l'inflation par rapport notamment à beaucoup de nos voisins européens. Le mépris d'histoire politique, Mme Tapireau, je ne le crois pas. Je prends en compte tout à fait l'histoire politique. J'ai un âge qui me permet de l'avoir suivi. J'ai 60 ans maintenant. Et je peux vous dire que cette histoire politique me tient à cœur. Oui, vous l'avez dit d'ailleurs, juste après vous êtes reprise en disant que l'histoire de Notre-Dame, aux 3 000 milliards de dettes, c'est un amoncellement de différentes situations historiques. Et c'est pas uniquement le fait de M. Macron, quand il était notamment ministre des Finances, le président de la République. Je crois que lorsque nous avons prouvé depuis 1 an maintenant que nous sommes capables de travailler ensemble, vous êtes là également très injuste. Nous avons des amendements qui ont été pris des oppositions, nous avons des textes. Je vais vous donner un exemple. Le texte sur la lutte contre la dérive des influenceurs. C'est un texte bipartisan. Certes, il ne venait pas de notre bord politique, il venait d'un collègue socialiste et d'un collègue Renaissance. Mais voilà un texte bipartisan. Nous avons eu d'autres. L'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Voilà encore un texte bipartisan. Donc nous avons mis des propositions sur la table. Vous en avez, vous, les oppositions parfois mises sur la table, et nous avons ensuite travaillé ensemble. Je crois que c'est dans cet esprit qu'il faut continuer. C'est d'ailleurs ce que les Français nous ont demandé en élisant cette Assemblée nationale avec une majorité relative. Et c'est ce que nous avons démontré depuis 1 an avec plus de 68 textes qui ont été adoptés, avec des voix, puisqu'ils ont été adoptés avec une majorité, ils ont été adoptés avec des voix venant de tous les bords politiques qui variaient selon le texte. Quelques-uns au 49.3 aussi. Mais il faut quand même... Nous avons sur les lois de finances, absolument, sur les lois de finances, mais sur la loi pour la réforme des retraites, dont je voudrais souligner d'ailleurs que les décrets sont publiés. Et là, on a juste 1,8 million de retraités, là, au 1er septembre, qui vont bénéficier d'une revalorisation de leur petite pension. Donc voilà des textes qui sont importants. La parole à Nicolas Corato. J'ai une question purement politique pour Madame la députée. J'entends ce que vous dites et c'est respectable. Vous défendez un bilan, on a tous une interprétation, peut-être une sensibilité différente par rapport à ce bilan. Moi, c'est sur le bilan de votre gouvernance à l'Assemblée nationale, puisque vous êtes député. Depuis 1 an, vous dites qu'il faut travailler tous ensemble. Alors moi, j'ai une question. Vous êtes à l'Assemblée nationale un groupe de la majorité présidentielle parce que le président de la République a été élu par des Français qui ont refusé l'accession au pouvoir de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2022. Quand vous dites en tant que député qu'il faut construire des projets tous ensemble, est-ce que vous incluez dans ce tous ensemble les députés du Rassemblement national,
qui sont du parti de Marine Le Pen? Alors, c'est une très bonne question, je vous remercie de la poser. Et une question à laquelle je suis particulièrement sensible. Il y a les groupes politiques avec lesquels nous discutons, nous échangeons, et il ne vous aura pas échappé que le groupe Renaissance a toujours discuté avec les groupes politiques dont nous considérons qu'ils appartiennent à l'arc républicain. C'est-à-dire lesquels? Ceci exclut la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, c'est très clair. C'est très clair, nous considérons qu'ils ne font pas partie de l'arc républicain. Et nous avons discuté avec les représentants des différents autres. Ils ont été élus, je n'en disconviens pas. Et d'ailleurs, on peut constater sur l'ensemble des votes au Parlement que certains textes ont été votés avec le soutien soit de députés France Insoumise d'un côté, soit de députés Rassemblement national. La liberté de vote de chacun est parfaitement respectée. Mais nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas débattre avec des députés Rassemblement national et soutenir des propositions qu'ils pourraient proposer. Ce n'est pas notre conception de l'avenir de notre pays. Alors on l'aura compris, mais ça fait beaucoup de voix et ça fait les voix de beaucoup de Français et beaucoup d'électeurs français qui sont mis de côté, aussi bien à votre droite qu'à votre gauche. Vous avez absolument raison, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi qui est devant nous, de pouvoir convaincre une plus grande majorité de Français que s'orienter vers un vote France Insoumise d'un côté, s'orienter vers un soutien au Rassemblement national de l'autre, qui l'un et l'autre, dans des registres différents, portent des idées dont nous jugeons qu'elles sont extrêmement dangereuses pour notre pays. Je parle bien des idées, et des idées sur le fond, quand le Rassemblement national propose de diviser le pays, puisqu'il fait un tri, une sélection entre les Français d'un côté et ceux qui sont sur notre sol, qui ne sont pas de nationalité française ou qui parfois ne sont pas d'origine française, nous ne sommes absolument pas d'accord avec cette approche du Rassemblement national. Quand le Rassemblement national propose par la voix de Marine Le Pen pendant la campagne 2022 de diminuer le pouvoir des juges, nous sommes absolument opposés à cela. Nous considérons que c'est un danger pour notre pays. Voilà deux exemples de ce que nous considérons être dangereux pour notre pays, qui font que nous ne souhaitons pas soutenir ce courant politique. Nicolas Corato. Et je vais continuer ma question, et merci de votre réponse. Est-ce que vous souhaitez que le président Macron, lorsqu'il va prendre la parole pour annoncer les différentes initiatives qu'il compte prendre, clarifie également sa position par rapport au Rassemblement national ? Je pense notamment à ces dernières sorties sur le maréchal Pétain ou à certains débats sur l'histoire contemporaine de notre pays. Est-ce que vous, en tant que député, vous souhaitez une clarification du président de la République sur ce que vous appelez l'arc républicain ? Alors moi, je n'ai pas l'impression d'être en décalage par rapport au président de la République. Il me semble qu'il a été très clair. Le Rassemblement national est un opposant politique. Nous ne partageons rien de son projet politique, rien de son projet économique, rien de son projet social. Voilà, je crois que la position du président Macron a toujours été, me semble-t-il, moi je le considère comme claire, et je suis en ligne avec ça. Je pense que l'ensemble du groupe Renaissance l'est également. Franck Guéhenni. Oui, moi je trouve ça surprenant qu'une parlementaire qui représente évidemment à la fois une majorité mais aussi la voix des Français, au moins dans sa circonscription, un mouvement politique qui fait l'abstraction de 50% en gros des voix des Français, c'est-à-dire LFI et le Front National. On doit débattre sur des idées. Ça, je suis d'accord avec vous, vous avez raison. Mais ne pas les écouter, c'est leur permettre de s'exprimer ailleurs que dans des instances représentatives que sont le Sénat, l'Assemblée nationale, en l'occurrence ici, l'Assemblée nationale, mais ils s'exprimeront à un moment ou un autre dans la rue, et de manière beaucoup moins contrôlée, beaucoup plus violente. Et vous savez ce que ça peut donner. Le mot de la fin, pour vous, Anne-Jonté, justement, est-ce que c'est pas eux, justement, ou en tout cas leurs électeurs qu'il faut parler ? Alors, je parle, moi, comme parlementaire, à tous les Français, sans exception, et il ne s'agit pas de ne pas les écouter. Si je prends l'exemple la loi sur laquelle j'ai travaillé beaucoup, qui est la loi de programmation militaire, je peux vous assurer que nous avions d'ailleurs l'ensemble des députés de tous les bords politiques, y compris Rassemblement national, y compris France Insoumise, étaient très engagés, très pointus et très bons sur le sujet. C'était vraiment des gens qui avaient travaillé le sujet, qui connaissaient parfaitement le sujet. Nous n'avions pas les mêmes idées, nous n'avions pas les mêmes ambitions, nous n'avions pas la même vision,
mais nous en avons discuté à ce moment-là, nous n'avons pas retenu. Je laisse. Il est arrivé parfois que sur certains amendements, malgré tout, et de France Insoumise et du Rassemblement national sur cette loi précisément, il faut le dire, quelques amendements qui ont été votés par l'ensemble des parlementaires présents et qui sont donc passés. Voilà, je crois que la loi de programmation militaire donne un exemple de ce qu'on peut faire à l'Assemblée. C'est un sujet peut-être un peu plus technique, un peu plus pointu, mais fondamental, et qui valait le coup et qui est absolument fondamental et qui montrait qu'on était capable de s'écouter. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé avec mon collègue Aurélien Saint-Toul pour souligner que là aussi, n'était pas non plus dans une démarche de chaos. Et ça a beaucoup contribué à l'apaisement et à la clarté des débats. Merci. Anne Jonté, députée Renaissance, des Français de l'étranger. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. Nicolas Corato, Corinne Tapiro et Franck Guéguegna qui sont avec vous comme vraie voix jusqu'à 19h. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler rugby dans quelques minutes. C'est la rentrée du rugby, y compris sur Sud Radio en ce qui concerne les différents championnats de France. Mais avant ça, allez, on va se détendre un petit peu. Test de culture générale comme tous les soirs dans Les Vraies Voix. C'est dans un instant. Les vraies voix de l'été avec Nicolas Corato qui est avec nous, Franck Guéguegna également et Corinne Tapiro. On est toujours avec Alain qui est depuis le Gers, agriculteur, au 0826 300 300. C'est l'heure de jouer, Alain. Alors je vais vous demander une chose, vous allez choisir une de nos 3 vraies voix avec laquelle vous allez faire équipe contre les 2 autres, Corinne Tapiro, Franck Guéguegna et Nicolas Corato. Alors, je choisis, mais bon, c'est pas que je délaisse les autres, je choisis Nicolas Corrado. Mais écoutez, vous choisissez comme vous. C'est moi qui vous l'ai demandé. Très bien, allons-y. Bon, c'est tout simple. Je vais vous poser 3 questions en rapport avec la date de ce jour. Le premier qui répond rapporte le point à son équipe. C'est tout bête. On est d'accord ? Bah oui. D'accord. Allez, on va commencer. C'était il y a 44 ans, jour pour jour. Le paquebot France quitte le port du Havre. Ne m'appelez plus jamais France, la France elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Pourquoi Sardou, qui décidément est bien à la mode en ce moment, avait reproché à la France d'avoir laissé tomber le paquebot France, parce qu'il y a 44 ans, jour pour jour, il quittait le port du Havre pour prendre un nouveau nom. Le Norway. Il est parti en Angleterre, non pour... Ne, c'était même pas ça en fait, c'était qu'il allait être rebaptisé le Norway, comme l'a dit Nicolas Corato qui vous rapporte le point. Il a été racheté par un armateur norvégien. Il quitte le port du Havre en France, exactement, remarqué par l'Abbaye Provence. Sachez-le que l'émotion était si forte dans la foule qu'elle a observé le départ en silence au Havre, et il y a eu une absence de réponse des remorqueurs aux 3 coups de sirène traditionnels du paquebot pour bien montrer que la France était triste de voir partir. Je peux vous dire une anecdote personnelle. De Normand. Ouais, j'y étais. Sans blague. Eh ouais. Sans blague. Mes parents et mon père plus particulièrement m'y a accompagné. M'a dit c'est un moment historique. Viens fiston. Donc j'y étais. Et c'était comment l'ambiance justement ? Assez triste. Ouais. Le 18 août 1979. Il était pendant longtemps, comme le dit d'ailleurs Sardou, dans une écluse qui s'appelle l'écluse François Ier. Et les gens venaient le samedi et le dimanche en pèlerinage regarder ce bateau qui était en train de pourrir sur pied. Quoi. Avant d'être racheté justement. Et il aura un autre nom encore après le Norway. Allez, deuxième question. Quelle actrice française fête aujourd'hui son 65e anniversaire ? Elle a été notamment connue... Bah oui. Pour ses yeux bleus, et elle était James Bond Girl en 1981 dans Rien. For Your Eyes Only, rien que pour vos yeux, Carole Bouquet, ça fait un partout. Allez, on va vous départager par une question d'histoire. Le 18 août 1572, c'est-à-dire il y a 451 ans, jour pour jour, le futur Henri IV épouse à Paris la reine Margot. Quel événement tragique sera déclenché quelques jours plus tard par ce mariage? C'était effectivement la Saint-Barthélemy. Bon, bah, écoutez Nicolas, vous avez fait gagner notre ami Alain. Voilà, bravo à vous. Bon, vous savez, c'est comme dans les inconnus, hein, vous avez gagné toute notre estime en gagnant ce jeu. On est ravis en tout cas et on vous félicite. Restez avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. Alors dans quelques minutes, tiens, on va parler rugby. C'est la rentrée du championnat de France de Pro D2 et aussi de Top 14 ce week-end. Je vous rappelle par ailleurs que Sud Radio est la radio de la Coupe du Monde de rugby, raison pour laquelle on va aussi observer scrupuleusement ce match France-Fidji qui est un test match avec l'équipe bis du 15 de France. Autre sujet d'actualité abordé dans les vraies voix, on va reparler de l'eau, c'est une promesse que je vous fais mon cher Alain. On va aussi parler du tourisme. Où est-ce que les Français sont partis en vacances? Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que les hôtels et les restaurants ont enfin tourné la page du Covid? C'est la question qu'on va vous poser. On va faire un petit tour de France des cafés, des hôtels justement pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quel
l'impact du mauvais temps. Tiens, qui est parti en vacances et qui n'est pas parti en vacances autour de la table, Corinne Tapiro? Non. Vous n'êtes pas parti en vacances, vous êtes comme la moitié des Français, Nicolas Corato, un peu? Ah oui, je suis beaucoup parti, un peu trop d'ailleurs. Un peu trop J'ai parti. du mal à revenir. Eh bien, vous allez expier chez nous. Et vous, Franck Guéguenia? Je reviens, mais une petite semaine. Bon, écoutez, vous pouvez aussi témoigner. Est-ce que vous partez moins en vacances qu'avant? Est-ce que vous consommez moins en vacances qu'avant? Est-ce que vous limitez les nuits d'hôtel? Par exemple, 0826 300 300, c'est justement ce que craignent un certain nombre de professionnels. On vous donne la parole sur Sud Radio. On va se retrouver juste après le journal. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, deuxième ligne droite pour les vraies voix de l'été jusqu'à 19h sur Sud Radio. Je vous rappelle qui compose ce plateau. Nous sommes avec Alain depuis le Gers au 0826 300 300. Nicolas Corato est avec nous, fondateur du think tank Place de la République. Nous sommes également en compagnie de Franck Guéguenia, qui est porte-parole du Parti radical de gauche et maire d'une ville, la ville d'Éperon, c'est dans le Calvados. Et nous sommes avec la fondatrice de l'Observatoire des parents et de l'école, ainsi que conseillère d'arrondissement Les Républicains de Paris, Corinne Tapiro. Dans quelques minutes, on va parler tourisme, on va aussi parler laïcité et parler notamment des convois de l'eau. Oui, voilà les débats qui font réagir en ce moment. Nicolas Corato, vaste programme, pas besoin de lever les yeux au ciel comme ça. Mais tout de suite, il y a une rentrée et un événement très important sur Sud Radio. C'est la rentrée des championnats de France de rugby. Les vraies voix Sud Radio. Le top départ pour le top 14 et pour la Pro D2 ce soir sur Sud Radio à partir de 19h. Comme c'est la rentrée, on a préparé nos trousses, nos cartables, on a vérifié qu'on avait tous nos stylos. On vous propose d'en parler avec le maître de cérémonie, celui qui va vous faire vivre cette rentrée des rugbyman sur Sud Radio ce soir. Salut Alexandre Priam. Salut les vraies voix, salut, bonjour à tous. Bonsoir à vous mon cher, nous sommes avec le patron du service des sports de Sud Radio. Je le disais, beau programme, top 14 comme Pro D2 ce soir. Oui, effectivement, avec le top 14 qui commence un vendredi soir, c'est une petite nouveauté là pour ces 3 journées avant la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai qu'on va avoir 3 journées de top 14 avant que le top 14 s'arrête durant la Coupe du Monde de rugby, et ça commence ce soir effectivement avec un Bayonne-Toulouse magnifique. Sur le papier, ce sera plein à Jean Daugé. Pour vous dire, à Jean Daugé, il y a plus de demandes d'abonnements que de places dans le stade. C'est complètement fou ce qui se passe en ce moment dans le Pays Basque. Jean Daugé va être absolument plein. Ce sera avec Arnaud Ray et Julien Thomas tout à l'heure en direct, 21h05. Mais avant ça, effectivement, tu le disais, Jean-Marie, eh bien, on a de la Pro D2 avec la première journée qui a commencé déjà hier. Biarritz a battu Colomiers 35-18. Et bien aujourd'hui, on va enchaîner avec 7 matchs en direct sur Sud Radio. Agen-Brive dès 18h30. On prendra le direct à partir de 19h, et puis ensuite Dax Aix-en-Provence. On sera d'ailleurs du côté des Landes avec Dorian-Malvezin, Montauban, Valence-Roman, Béziers, Soyeux-Angoulême, Grenoble, Mont-de-Marsan. C'est un choc, tout comme le Vannes, Nevers, et puis Aurillac, Rouen. Tous ces matchs-là commentés sur Sud Radio. Et formidable. D'ailleurs, on peut quand même dire que Agen-Brive, c'est une très belle affiche pour une rentrée Pro D2. Très belle affiche. Non, mais il y en a beaucoup des chocs. Ouais. Franchement, Agen-Brive est une très belle affiche, tout comme Grenoble, Mont-de-Marsan ou Vannes-Nevers. On est sur une très très belle première journée et toujours comme tu le disais, cette rentrée des classes, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit sont les équipes, qu'est-ce qui a été ajusté à l'intersaison, qui vient avec quelles intentions, avec quel niveau général dans leurs effectifs. Voilà, il y a plein d'inconnus. On vous donnera quelques clés ce soir, quelques indications, et puis on en saura beaucoup plus à 21h quand tous les matchs seront terminés, avant d'attaquer le top 14 des Bayonne-Toulouse. C'est vraiment un programme de rêve. Alors, question aussi, parce que Sud Radio est par ailleurs et surtout la radio de la Coupe du Monde de rugby. Quel impact a l'approche de la Coupe du Monde sur la composition des différentes équipes qui vont s'affronter sur les différents championnats de France dès ce soir? Alors sur la Pro D2, assez peu d'impact, peu de joueurs de Pro D2 sont concernés par la Coupe du Monde de rugby. Pour le top 14, c'est une autre histoire, c'est un peu plus compliqué. Sur le top 14, on a des effectifs qui sont fortement amputés, en tout cas de leurs meilleurs joueurs, la plupart du temps, pris par la Coupe du Monde. Ça va laisser de la place aux jeunes, mais c'est pas une situation tenable en l'espèce sur des mois et des mois. C'est aussi pour ça que la Ligue nationale de rugby va stopper le top 14 dès début septembre pour laisser toute la place à la Coupe du Monde de rugby. On va pas faire concurrence dans notre sport non plus entre les différentes compétitions, mais c'est vrai que là on va avoir 3 journées, puis on va reprendre que le 28 octobre ensuite. Donc là, ces 3 premières journées là de top 14, ce sera aussi des journées où on peut peut-être prendre des points plus facilement qu'après. Voilà. Oui, effectivement. Je pense notamment à Bayonne ce soir face à Toulouse. C'est peut-être la meilleure journée pour jouer le Stade Toulousain. Oui. Voilà, par exemple. C'est le moment où il est peut-être le plus faible, effectivement. Autre question, est-ce qu'on a des précédents dans l'histoire des championnats de France et des Coupes du Monde, d'une hiérarchie des équipes complètement bouleversées à cause de la Coupe du Monde?
Des précédents, oui, il y a eu parfois des grosses surprises. On se souvient d'une année où Oyonnax, par exemple, était allé chercher presque une qualification en barrage de top 14. Ça avait été assez exceptionnel. Mais oui, des précédents, on peut en trouver effectivement. Ça va bouleverser. Alors là, sur 3 journées, il y a 15 points maximum à aller chercher avec les points de bonus, ce qui reste malgré tout assez peu. Mais est-ce ça suffirait pour avoir une énorme surprise qui pourrait ensuite se poursuivre à partir du 28 octobre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut peut-être aller chercher un début de maintien pour un club notamment comme Oyonnax. Oui, c'est ça. Alors, je vois Nicolas Corato vous écoute avec gourmandise. Vous êtes concerné en plus par le championnat de France. Oui, moi je suis concerné. Je me permets de donner un petit message personnel à Nicolas Corato, qui est mon homonyme et qui est aussi mon cousin et qui est pilier à la section paloise, et qui malheureusement s'est blessé la semaine dernière contre Castres après avoir marqué un essai, ce qui est quand même assez rare pour un pilier, et à qui je transmets tous mes vœux de bon rétablissement et puis qu'il puisse regagner la compétition rapidement. Force à lui. Et Pau, justement, ils vont rejouer Castres demain. Voilà. C'est la revanche. Ils enchaînent comme ça Castres-Pau 2 fois de consécutives, et on pense évidemment à Nicolas Corato. Je savais pas, Nicolas, qu'il y avait un lien de parenté. Très bon pilier, Nicolas Corato. Mais vous lui passerez le bonjour quand vous l'interviewerez un soir, quand il aura repris le terrain, le chemin des terrains. Merci. On pourrait, joli lapsus, tiens, sur Sud Radio, la radio du rugby et de la Coupe du Monde de rugby. Alexandre Priam, il y a un événement quand même ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce France-Fidji? Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Il faut espérer déjà avoir une équipe de France montée en puissance physiquement. C'est quand même déjà le premier enjeu. On a un petit souci sur ce point-là. La préparation met un petit peu de temps à avoir des résultats. Et puis, on va voir le capitanat de Grégory Aldrit. Et puis, il y a peut-être quelques joueurs, pourquoi pas, qui peuvent aller chercher une place dans les 33. Vous savez, ces 33 joueurs qui vont être appelés lundi à 13h, et on en parlera évidemment sur Sud Radio. Là, dans la composition des équipes, on peut parler d'une composition hybride face au Fidji. Il y a des joueurs qui peuvent gagner des places. On pense notamment à Louis Bielbiarré. Tiens, pourquoi pas l'ailier des Girondins. Antoine Astoy sera dans le wagon des 33, mais sera-t-il le remplaçant de Romain Ntamak? Il a une carte à jouer demain avec Maxime Lucu à la charnière. Des premiers éléments de réponse, et surtout pitié, pas de blessure ce samedi, par pitié, c'est important. Face aux Fidjiens, c'est compliqué quand même. Oui, c'est très compliqué, effectivement. Merci beaucoup Alexandre Priam. Beau programme en tout cas pour cette rentrée. On vous souhaite une agréable rentrée des championnats de France. Vous l'avez fait depuis longtemps, la vôtre en tout cas. C'est à partir de 19h sur Sud Radio. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Je vous rappelle le programme qui commencera dès 18h30 avec Agen-Brive, et ensuite tous les matchs en direct commentés et en duplex. Montauban, Valence-Roman, Béziers, Soyaux-Angoulême, Vannes-Nevers, Grenoble, Mont-de-Marsan, Aurillac-Rouen, Dax, Aix-en-Provence, sans oublier bien sûr Bayonne-Toulouse. C'est un très beau programme pour un vendredi soir de rugby. Allez, restez avec nous. Le retour des vraies voix dans un instant. On va parler politique et on va débattre. À tout de suite. Les vraies voix de l'été avec Nicolas Corato, Franck Guéguenia et Corinne Tapiro dans quelques minutes. Est-ce que le tourisme français a tourné la page du coronavirus? Est-ce que les Français sont repartis en vacances comme avant le coronavirus? Tout le monde ne part pas en vacances, c'est important de le dire. Est-ce qu'ils dépensent? Est-ce que le secteur économique du tourisme fonctionne mieux qu'avant? On va en parler et faire un petit tour de France pour voir là où vous êtes partis et là où vous n'êtes pas partis. Mais avant ça, le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Le tour de table de l'actualité. Franck Guéguenia, vous avez choisi de nous parler de la laïcité. Pourquoi? D'abord parce que la laïcité est une valeur, un principe, essentiel de notre République. Et malheureusement, des partis de gouvernement, et notamment l'un d'entre eux, les Verts, sont en train d'y déroger, et c'est inquiétant pour la tournure politique de notre République. Alors en quoi Europe Écologie Les Verts déroge à la laïcité? Ils ont fait le choix, certainement dans un esprit un peu polémique, d'inviter un rappeur, Medine. Et entre parenthèses, c'est pas neutre non plus son nom. Ça fait référence directement à... C'est son prénom. Alors ils en ont expliqué d'ailleurs, voilà. C'est le prénom qui lui a été donné. Effectivement, bon, il l'a pas choisi. Voilà. Alors, je veux dire, on est dans un travers qui, à un moment ou un autre, laissera des traces dans le principe même de cette laïcité, c'est-à-dire une forme de neutralité. Lorsqu'on tient des propos antisémites, contre l'homophobie, etc., comme c'est le cas,
Alors, effectivement, ça a été le cas en tout cas, parce que c'est vrai qu'il s'en est expliqué. Oui, mais enfin, il l'a récidivé il y a quelques jours. D'ailleurs, la secrétaire générale des Verts a dit que le 24 août, elle serait très prudente des propos que pourraient tenir lors de ces journées d'été les dénommés Médine. Quand on est prudent, la prudence, des fois, c'est de ne pas faire ce choix, qui est un choix provocateur et redondant, puisque LFI a annoncé aussi qu'ils allaient procéder à cette invitation. Donc, à un moment ou un autre, il y a quelques formations politiques, je suis désolé, mais le Parti radical de gauche a 3 lignes directrices. La première, c'est la laïcité, la deuxième, c'est la République, la troisième, c'est l'Europe. Donc, si une formation politique comme la nôtre ne le rappelle pas, ce principe de laïcité, je vois pas très bien qui pourrait le faire aujourd'hui. Justement, on va en débattre parce que c'est un débat qui a été particulièrement houleux, y compris ce matin dans le Matin Sud Radio de Benjamin Glaise, entre un député insoumis et un député de Renaissance. Avant ça, 2 ou 3 éléments non pas de langage, mais de contexte, pardonnez-moi, sur ce qui a pu être reproché à Médine. C'est vrai que dans le passé, Médine a fait des quenelles. C'est ce geste à caractère antisémite popularisé par Dieudonné. Il s'en est d'ailleurs excusé plus tard, même si ses détracteurs l'accusent de manquer de sincérité. Il y a quelques jours, il a fait un jeu de mots sur l'essayiste Rachel Kahn, avec laquelle il n'est d'accord en rien, en faisant un jeu de mots maladroit qui est rescanpé, et on l'a accusé de railler le fait qu'elle descendait et qu'elle était la fille d'une maman juive. Voilà. On lui a reproché aussi d'avoir tenu des propos homophobes. Il est revenu d'ailleurs sur ces propos qui tenaient dans le passé en disant qu'il avait complètement changé, notamment sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que ça lui a été reproché dans le passé. Est-ce que les Verts ont tort ou raison d'inviter ce rappeur à leurs universités d'été? Nicolas Corato puis Corinne Tapiro, ou Corinne Tapiro d'abord? Tiens, Corinne Tapiro. Écoutez, on pourrait penser qu'ils invitent qui veulent, mais Médine, c'est celui qui a fait un concert au Bataclan avec comme affiche. C'est celui qui voulait faire un concert au Bataclan. Ça s'appelait Djihad, juste après les attentats. Donc je veux dire, moi je veux bien qu'on soit dans la provocation, dans une certaine forme de dialogue avec une jeunesse qui se sentirait oubliée, parce que c'est le grand leitmotiv et de la LFI et d'Europe Écologie Les Verts qui considèrent qu'on aurait oublié une partie de la jeunesse française, ce qui est parfaitement faux, parce que on donne beaucoup plus aux écoles des quartiers dits difficiles qu'aux écoles des quartiers moins difficiles. Il y a un effort financier qui a été fait en faveur des banlieues. Comment il a été utilisé, c'est une autre question, mais il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été lancées. Moi, les provocateurs, les antisémites, les homophobes, j'ai beaucoup de mal. Donc, à la limite, il peut chanter tout ce qu'il veut, je n'écouterai jamais. Et je ne sais pas comment certaines personnes qui avaient plutôt une sensibilité vraiment de gauche au sein d'Europe Écologie Les Verts, ou même des Jean-Luc Mélenchon, qui à l'époque était quand même parti socialiste, peuvent se fourvoyer dans de telles invitations. Moi, ça me suffoque. Nicolas Corato. 2 choses. Ça prouve définitivement que... les artistes, je mets des guillemets, et leurs liaisons avec le monde politique sont toujours des liaisons dangereuses, voilà. Et je pense que c'est plus facile pour Europe Écologie Les Verts d'inviter Médine plutôt que pour Médine d'aller finalement chez Europe Écologie Les Verts. Je pense que ça lui apporte finalement beaucoup plus de problèmes et de difficultés qu'il n'en avait avant. Lesquels ? Non, mais je veux dire, il est de nouveau, on reprend, et vous avez raison de le dire, toutes ces provocations, voire même, pour moi, ce qui est même qualificatif d'infraction. Donc on rappelle un passé qui n'est pas du tout à sa gloire. Donc voilà, encore une fois, l'instrumentalisation des artistes, quels qu'ils soient, par les partis politiques, ça n'a jamais été une bonne chose. Et les artistes qui se fourvoient à faire de la politique se font toujours avoir. Bon, première chose. Ça n'excuse pas les gestes et les déclarations de Médine, mais il fallait le dire. Moi, j'ai une petite nuance par rapport au PRG, mais c'est tout à fait normal. Sur la laïcité, moi, mais j'espère qu'on sera d'accord. La laïcité, quand même, dans ce pays, vous en êtes un des gardiens, vous êtes un des partis fondateurs de cette loi 1905, en tout cas héritier de cette loi 1905, elle s'applique. Et moi, j'aimerais qu'on le rappelle. Elle s'applique à la puissance publique. Oui. Elle ne s'applique pas aux citoyens. C'est-à-dire que si Médine ou un autre a envie de s'affranchir par licence poétique, par provocation, par goût, par bêtise, par haine, et puis ensuite il y a des infractions pour régler ça, des règles de la laïcité, c'est son choix de citoyen, son choix en conscience, mais il n'y a pas de police de la laïcité qui s'exprime ou qui s'applique aux citoyens que nous sommes. Nous avons tous le droit, et il n'y a pas de délit d'opinion, nous avons tous le droit d'avoir nos opinions. Ensuite, elles nous engagent et elles nous responsabilisent, y compris pénalement, lorsqu'on franchit un certain nombre de frontières. Mais pour moi, il n'y a pas de lien avec la laïcité.
La laïcité, elle s'applique à l'État. Moi, j'aimerais que le PRG, effectivement, sorte des communiqués de presse lorsque la puissance publique mord sur la ligne de la laïcité, de la neutralité qui doit être la sienne. Et il y a un certain nombre d'exemples qu'on peut prendre. Mais j'en sais rien. Moi, par exemple, j'aimerais que le PRG nous dise ce qu'il pense de la manière dont l'État gère, la main dans la main avec l'archevêché, la rénovation de Notre-Dame. Moi, c'est un sujet sur lequel qui m'intéresse. Voilà. J'aimerais plus qu'on parle de la laïcité lorsqu'elle s'applique et lorsqu'elle doit être respectée par la puissance publique. Les concitoyens, nos concitoyens, finalement, sont essentiellement des êtres libres de conscience. C'est ce que dit la loi de 1905. On est d'accord. Mais pour le compagnon de route, je me permets de le dire parce que vous vous êtes présenté comme tel hier sur cette même antenne, dans cette même émission. Pour le compagnon de route de la NUPES. Oui. Qu'est-ce que ça fait de voir Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise inviter le rappeur Médine Mais l'année dernière, la France Insoumise a invité Rachida Dati. Vous n'avez pas fait 3 émissions sur le sujet. C'est des universités d'été. Ils invitent qui ils veulent. C'est leur responsabilité. Il ne faut pas y voir de message politique. C'est pas parce que vous invitez Rachida Dati aux universités de la France Insoumise que vous assumez l'intégralité du dialogue et du débat politique que porte Rachida Dati. Ce sont des universités d'été. On invite des gens de la société civile. Le choix pour moi est malheureux, je le dis très clairement. Je pense qu'il y a plein d'autres gens à inviter et plein d'autres rappeurs à inviter bien plus intéressants que Médine, mais c'est leur choix, point barre. Alors juste une précision aussi de contexte, le fameux album que vous citiez qui s'appelle Djihad avait un sous-titre qui était, je cite, le plus grand combat est contre soi-même. C'est important de le citer parce que ça fait partie du contexte et il date de 2005, c'est-à-dire longtemps avant quand même, en tout cas les attentats du Bataclan. C'était important de le rappeler, il s'en expliquait aussi, quoi qu'il en soit. Donc il y a peut-être une dernière, la réponse du PRG, puisque vous avez été... Oui. Alors, d'abord, il faut reconnaître que la laïcité est une application qui ne vient pas entraver des libertés. C'est essentiel de le rappeler. Et le PRG n'a pas une sorte de doctrine où est garant de ce principe de laïcité. La seule chose, c'est que là, il y a une transgression lorsque une formation politique, et ce sont exactement les propos que j'ai tenus en préambule, une formation politique qui a été une formation politique de gouvernement, qui fait un acte médiatique autour de la venue d'une personne qui est sulfureuse, je suis désolé, je prends toutes les précautions oratoires, ça doit interpeller ce parti de gouvernement. Et là, on n'est plus dans la sphère du privé, parce que la religion... Chacun peut avoir sa religion, je vous propose justement de faire la transition tout de suite avec Nicolas Corato, puisque comme il voulait nous parler de laïcité, il voulait aussi nous parler du pape François ce soir dans son tour de table d'actualité. Oui, je savais que vous étiez là. Donc quand on m'a demandé mon sujet, j'ai nécessairement cherché à quelque chose qui puisse vous convenir. Et donc je voulais... On va aller quand même assez rapidement dessus. En un mot, il se passe beaucoup de choses au sein de l'Église catholique, avec un pape qui fête sa 10e année d'accession au pouvoir, qui, à mon avis, marquera l'histoire de l'Église. On en parle assez peu parce que ça nous intéresse moyennement en France, peut-être par tradition laïque, mais il y a un synode qui se prépare pour octobre, qui risque d'être historique. Un document de travail a fuité fin juillet. Et le pape met à l'ordre du jour de ce synode, il faut le savoir, le rôle des laïcs dans l'Église, et notamment dans la construction et le pilotage de l'Église, la question de la bénédiction des couples homosexuels, la question de l'ordination de prêtres mariés, la question de la délocalisation, de la décentralisation du pouvoir de l'Église. Bref, c'est une vraie révolution qui rappelle d'une certaine manière Vatican II. Vatican II était moins sur la gouvernance, plus sur le dogme et le culte. Mais là, on a un synode du pape François qui pourrait être absolument historique et révolutionnaire et qui déjà fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup débattre au sein de l'Église partout dans le monde. On rappelle d'ailleurs que dans le cadre de l'Église catholique, un couple divorcé, par exemple, quel est le statut d'un divorcé ? Bien sûr, on n'a pas le droit de se remettre. Donc c'est vrai qu'il y a encore quelques réformes à effectuer. Un mot du Parti radical de gauche sur le pape François, parce qu'on n'entendra pas ça tous les jours. Un symptôme ? Non. Ouais. Non, mais il est dans le progrès. Malheureusement, pour lui, je pense que l'Église catholique et les églises en général sont dans des dogmes et le maintien d'un certain nombre de valeurs. Voilà. Alors la morale derrière, la pratique, qui est qui avant ? Est-ce qu'il faut protéger la morale et vivre avec son temps ? C'est la question. Alors nous, on est foncièrement progressistes. L'Église ne l'est pas toujours, mais semble-t-il, elle est en train de changer. C'est bien.
Ainsi soit-il. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va parler du tourisme. Où les Français sont-ils allés en vacances et le secteur touristique reprend-il du poil de la bête? 0826 300 300. Vous avez un hôtel, un restaurant, un café, vous êtes en vacances? Pareil, appelez-nous, vous êtes les bienvenus. Allez, les vraies voix de l'été qui font le bilan. Où est-ce que vous êtes parti en vacances quand vous avez eu la chance de pouvoir y partir? Est-ce que le secteur touristique est en train de tourner la page du Covid ou pas? 0826 300 300, c'est notre coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Comment se porte le secteur touristique français? La France, première destination touristique mondiale. On va en parler avec nos invités, avec vous au 0826 300 300. On accueille tout de suite Véronique Sigel. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Présidente de la branche hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Vous avez des hôtels à peu près dans toute la France. Combien d'adhérents, tiens? Alors, on a en tout au niveau de l'UMI plus de 35 000 adhérents. Oui. Voilà. C'est ça. Un par commune, c'est énorme. Et on a beaucoup de communes en France, c'est important de le souligner. Justement, c'est pour ça que vous avez un bon baromètre de l'activité touristique française. On a vu un temps pourri, parfois des canicules, faut le dire, comme en ce moment, et aussi des vagues de chaleur. Est-ce que le climat a impacté l'activité touristique ? Alors ça, c'est toujours la bonne question. Est-ce que le climat a un impact ou pas? Il est un des facteurs des réservations, évidemment. Souvent, il va déterminer si les clients écourtent leur séjour ou pas. Mais c'est pas non plus le facteur unique. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte dans la réservation d'un voyage et de vacances, en particulier estivales. Mais globalement, en tout cas, sur cet été qui n'est pas encore terminé, nous sommes pour l'instant assez déçus de l'activité, puisqu'on est en retrait assez net quand même par rapport à 2019 sur l'ensemble du territoire. Par rapport à 2019, c'est-à-dire l'avant-Covid, c'est évidemment le point de référence. On n'a toujours pas comblé ce retard. Qu'est-ce qui est en baisse ? Alors globalement, cette année, c'est la clientèle française qui nous manque par rapport à l'année dernière. On avait l'année dernière beaucoup de Français, pratiquement pas d'étrangers. Cette année, la clientèle française est franchement en baisse et elle n'est pas encore compensée par la clientèle internationale. Alors, elle est en baisse, évidemment. On peut penser à l'inflation, c'est un des critères, mais pas le seul. Par rapport à l'année dernière, la vraie différence, c'est que les moyens courriers, sur en particulier le bassin méditerranéen, ont repris leur rythme d'avant Covid, et de nombreux Français ont choisi des destinations de type Portugal, Grèce, sud de l'Italie, Chypre et autres, qui avaient été abandonnés pendant toutes ces années et sur lesquels ils se sont retrouvés relativement massivement sur ces mois d'été. Effectivement. Est-ce qu'il y a des régions qui ont davantage souffert que d'autres ? Alors la Corse est sans aucun doute la région qui souffre le plus, puisqu'ils ont déjà eu un printemps un petit peu compliqué avec les mois de mai et juin qui étaient déjà sur des tendances négatives à 2 chiffres, ce qui n'était pas le reste encore, puisque sur le reste du territoire on a relativement bien travaillé jusqu'en juin inclus. Par contre, eux avaient mal démarré la saison et ça se confirme malheureusement aussi. Donc un petit point d'inquiétude quand même sur cette destination-là. Et on a des explications ou pas ? Alors non, pas très net. Il faudra analyser avec le temps, effectivement, les différentes rotations des ferries, des avions, etc. et voir comment les touristes ont pu se rendre ou pas sur l'île de Beauté. Après, les autres littoraux sont globalement tous en baisse aussi. Sur la Manche, on a des baisses jusqu'à moins 9% sur la Manche au mois d'août, moins 7% en juillet. La Méditerranée est globalement en baisse, tout le littoral méditerranéen aussi, moins 5, moins 6%. Donc c'est une année qui, nous l'espérons, ne restera pas dans les annales, en tout cas. Oui, on vous le souhaite en tout cas, effectivement. Voilà. Oui. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ces chiffres qui sont quand même assez inquiétants ? Peut-être vous ? Moi, j'avais une question, madame, sur les raisons possibles de cette baisse, notamment sur les zones de littoral. Parce que l'hôtellerie ne fait pas tout dans le choix d'une destination. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que l'inflation, non pas l'inflation qu'on constate, mais l'inflation des prix, notamment de restauration, d'activité,
ne joue pas aussi en défaveur de ces destinations. Je parle de l'inflation locale, constatée localement, où on voit par exemple des prix dans des restaurants qui deviennent complètement infréquentables pour le commun des mortels. Et on va parler des bars dans un instant avec notre autre invité, Véronique Sigel. Oui, alors là-dessus, effectivement, l'autre interlocuteur pourra peut-être vous donner un autre éclairage. L'inflation, rien qu'entre 2022 et 2023, on a 6% d'inflation qui naturellement se retrouve sur nos cartes. On a eu une grosse augmentation également de notre grille de salaire. Elle a pris 16% en 2022. Là, elle a encore été rehaussée. Ça va passer au officiel bientôt. Donc tout ça, c'est des choses qui naturellement se retrouvent sur une carte de restaurant. Les matières premières alimentaires sont celles qui, dans le panier d'inflation, ont connu la plus forte hausse. Donc ça se retrouve évidemment sur les cartes. Alors on peut faire des comparaisons avec les pays du bassin méditerranéen où les coûts ne sont pas les mêmes. Le coût du travail. Qu'est-ce qui coûte plus cher en France ? Le travail. Si vous prenez le Portugal, le SMIC est à 4,50 €. Nous, il est à 11,57 €. Fatalement, ça va se retrouver. On est une industrie de main-d'œuvre, clairement. Donc ça impactera forcément les tarifs. Et donc, si vous êtes cher, c'est que ça va aussi dans les poches de votre salarié. C'est plutôt une bonne chose, en quelque sorte, de vos salariés en général. Nous l'espérons. En tous les cas, effectivement, il y a eu des gros aménagements qui ont été faits au niveau des conditions de travail et de la rémunération en particulier. Et d'ailleurs, on parlera peut-être dans un instant, prochaine question que je vous poserai, sur les embauches. Est-ce que vous avez des postes à pourvoir ? Parce qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont concernés par cela. Franck Guéguenia. Oui, moi j'avais une observation. Juste avant d'arriver, j'ai regardé un petit peu les chiffres qui émane cette fois-ci du ministère du Tourisme, où les observations étaient beaucoup plus nuancées. On parlait de résultats comparables à 2019, avec une progression notamment de la clientèle internationale, que la première tendance, notamment, c'était les chiffres qui émanent du ministère, émanent du 28 juillet dernier, où on parle d'un début de saison entre mai et juin exceptionnel. Alors, je suis un petit peu perdu entre le constat et l'information que j'ai eue il y a quelques instants. Et la vague de chaleur, exactement. C'est vrai, comme je le disais sur la Corse, vous parlez de mai et juin. On a connu un très beau début de saison. Le premier semestre 2023 a été excellent. Par contre, pour parler alors l'été, moi je vous parlais de la saison, de l'été pur, donc juillet-août jusque-là. Et juillet-août, par contre, ne reflète pas du tout la même attractivité que ce qu'on a eu sur le premier semestre. Donc c'est les grandes vacances qui ont pêché. Exactement. On a un vrai décrochage en juillet-août. Et c'est bien de celui-là dont je parlais. Corinne Mais le premier semestre, c'était excellent, je vous le confirme. Bonsoir madame, je voulais savoir, les plateformes de location comme Airbnb vous font-elles un réel tort ? Alors c'est pas la location, mais enfin quand Airbnb loue des appartements à proximité de vos hôtels, est-ce que vous êtes très largement impacté ou c'est plutôt ténu comme impact ? Non, on est très largement impacté. En fait, on se retrouve avec une industrie parallèle qui fait quasiment le même métier que nous, avec pas du tout les mêmes contraintes en termes de sécurité en particulier et d'accessibilité. Malheureusement, l'actualité tragique nous rappelle que la sécurité incendie, c'est pas une option. Et dans nos établissements, on est soumis à des normes qui sont extrêmement strictes, qui sont extrêmement coûteuses. L'investissement sur la sécurité incendie pour un hôtel, c'est très lourd. Dans un hôtel, vous avez une présence humaine, 24 heures sur 24. Ça aussi, financièrement, c'est très lourd. Ça change tout. Forcément, ça a un impact sur nos prix et sur nos marges. Et quand on a un meublé, voire des immeubles entiers qui sont transformés en faux hôtels avec des meublés de tourisme les uns au-dessus des autres, mais qui n'ont pas eu ces normes-là à la construction, qui n'ont pas les bureaux de contrôle à faire vérifier annuellement sur tout ce qui est désenfumage, électricité, système de sécurité incendie, extincteur, etc. Tout ça, ce sont des coûts que nous connaissons, nous, qui ont un impact sur nos prix et nos marges et que les meublés n'ont pas. Donc il y a une vraie concurrence déloyale à ce niveau-là. Alors juste une question que j'aimerais vous poser aussi, Véronique Sigel. Parlons d'une ville où le tourisme de masse est évidemment la norme, c'est la ville de Venise en Europe, où il y a énormément d'appartements qui sont loués aussi sur Airbnb, au point d'ailleurs que certains étudiants ou certains jeunes ne peuvent plus du tout se loger. Vos homologues des organisations hôtelières ou hôteliers tout simplement de cette ville ne s'en plaignent pas dans la mesure où ils expliquent que ça leur permet eux-mêmes, en plus de leur hôtel, de mettre à disposition un appartement qu'ils
transforment ensuite via Airbnb. Ça veut dire que les hôteliers en France, en revanche, eux, n'utilisent pas Airbnb en plus pour faire une activité supplémentaire. Non, généralement pas. Et alors, je ne sais pas d'où viennent vos sources, mais des témoignages qu'on a pu avoir. Oui, alors, sans que ce soit une norme, mais ça existe. Voilà, c'est ça. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas à la marge. Mais globalement aujourd'hui, nous sommes surtout nous intéressés à faire loger aussi nos salariés parce que on a un mal fou à loger nos salariés. Donc si tous les littoraux se transforment en vastes meublés de tourisme, eh bien où vont habiter les gens qui travaillent dans ces lieux? Regardez sur la ville de La Rochelle, il y a un vrai sujet aujourd'hui. Il y a une prise de conscience très importante de la part de la municipalité sur la difficulté de logement pour leurs salariés à l'année et saisonniers. La Rochelle n'est pas un cas unique. On a Saint-Malo qui également connaît ce genre de problème. Enfin, de nombreuses villes qui connaissent ce genre de problème. Nous, cette année, on a sur les littoraux français eu de grandes difficultés à loger les saisonniers, puisque pour faire tourner les hôtels et les restaurants sur les côtes, il nous faut effectivement des salariés en saison et on a un mal fou aujourd'hui à les loger parce qu'effectivement tout ce qui était sur le marché locatif traditionnel est en train de basculer par voie spéculative sur le marché du meublé touristique. Et ça, et vous le déplorez évidemment. Bien sûr. Et puis après, au-delà de ça, dans la physionomie même de nos villes, de nos stations balnéaires et de nos territoires, il y a des transformations qui sont très importantes, qui vont laisser des traces à long terme également. Alors parlons aussi du tourisme rural dans un magnifique département où il y a beaucoup de touristes. C'est le Gers. Où est Alain au 0826 300 300 toujours avec nous. D'ailleurs, Alain, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Est-ce que les touristes ou les vacanciers plutôt étaient en rendez-vous cet été? Dans le Gers? Oui. Plus ou moins. Mais je pense que oui. En fait, il y a eu des petits couacs, tout petits. C'est vrai que je donne pour image le festival de country à Mirande qui a été annulé parce qu'il tombait le 14 juillet au moment des émeutes. Et ça fait sourire parce que il y a une clientèle plutôt âgée. On ne comprend pas pourquoi ils ont supprimé ce festival. Parce qu'on n'avait plus assez de policiers à mettre à disposition pour sécuriser l'événement. Peut-être, oui. C'est anecdotique. Après, c'est vrai que la campagne est privilégiée. Après, il y a le jazz à Marciac, c'est quand même privilégié comme destination, mais ça reste tout petit et marginal. On ne peut pas comparer le tourisme dans le Gers. Et là, je suis en vacances par exemple à Argelès. Quand on dit qu'il n'y a pas de touristes sur la côte, là, on dirait que la France entière est ville. Vous êtes à Argelès en ce moment, il y a du monde, c'est ce que vous nous dites en tout cas. Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a carence, mais c'est plein. En tout cas, c'est plein à Argelès. Écoutez, c'est déjà ça. Heureusement, vous n'avez pas eu de problème avec l'incendie qui était dramatique il y a quelques jours. En tout cas, bon, on a un bon point au moins du côté d'Argelès, Véronique Sigel. Vous voyez, c'est déjà ça, c'est important. Très bien. C'est noté. Je suis ravi pour mes collègues. Merci à vous, Véronique Sigel, d'être intervenue sur Sud Radio, présidente de la branche hôtellerie de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. On fait le tour avec les autres professionnels du tourisme. C'est notamment les bars, les cafés, les brasseries. On est avec Marcel Bénézet, notre autre invité, qui est président de cette branche pour le Groupement National des Indépendants. Bonsoir plutôt, Marcel Bénézet. Bonjour à vous, Sud Radio, bonjour à vous et les auditeurs, bien sûr. Et moi, je suis dans le Sud en ce moment. J'imagine. Voilà. Ça s'entend d'ailleurs, mais vous êtes où dans le Sud? Alors, je suis à Marcillargues, où j'ai ma maison de Marcillargues. Mais je suis là où je suis en ce moment, je suis au Gros du Roi et sur la plage des Boucanets. Sur la plage des Boucanets. Vous êtes en train, vous nous appelez de la plage, on est d'accord? Je vous appelle de la plage, exactement. C'est formidable. Bien, est-ce qu'il y a du monde d'abord? Première question. Il y a du monde, mais sur la plage, il y a du monde. Mais dans les commerces, c'est plus difficile en ce moment. Parce qu'on va dire que les cafés, les bars et les restaurants, les CHR, se plaignent toujours. Mais cette année, il faut reconnaître, nous avons une année un peu spéciale quand même, parce que depuis le printemps, si on remonte un petit peu vers le printemps où il y a eu les grèves avec les retraites, ensuite on a eu les émeutes, ensuite c'était la météo, parce qu'on a eu une météo quand même cette année qui a été quand même insupportable, parce que nous avions dans le nord une température clémente, alors que dans le sud il faisait très froid. Ensuite ça a été l'inverse, nous avons eu le vent, quand il a fait beau on a eu du vent aussi dans la Méditerranée, le Mistral, la Tramontane. Ça a été très très compliqué cette année. Le seul qui s'en sortent pas trop mal,
ce serait plutôt la montagne. Et les montées de la montagne, d'après les retours que j'ai, sont quand même assez contents de leur saison. Mais dans l'ensemble, c'est quand même compliqué. Hein. On n'atteint pas les chiffres de 2019 parce que déjà, il y a une rentrée qui va être difficile. L'augmentation de l'essence, les gens qui sont en vacances pensent au retour, le plein va coûter plus cher, les autoroutes coûtent beaucoup plus cher. Ouais. Donc aujourd'hui, ils ont fait attention à la dépense dans nos restaurants, dans les cafés, dans les bars. Et comme il a fait très chaud, la canicule, c'est pas bon non plus. Il faut s'adapter. Nous, on sait le faire. On est des restaurateurs, des vrais restaurateurs. On n'est pas des fast-food. Nous sommes des restaurateurs. Nous nous adaptons à la température et nous faisons des plats du jour par rapport à la température qu'il fait à l'extérieur. Mais là, c'est très compliqué. Oui. Cette année, c'est très. On dépense moins, en quelque sorte. C'est ça ? Les gens dépensent beaucoup moins. Moi, je dis ils ont des oursins dans les poches. C'est-à-dire c'est pas gentil. C'est un reproche, ça, que vous leur faites. Non, mais c'est pas un reproche, c'est parce qu'ils ont du mal à sortir. On a les poches vides. Mais je les comprends parce que je fais partie de cette France de Français moyens où je fais attention parce que quand on fait un plein d'essence, c'est un billet de 70-80 euros. Quand vous allez payer l'autoroute, ça a augmenté de je ne sais plus combien de pourcents aujourd'hui. C'est très compliqué. L'inflation, on y revient toujours. Oui. Corinne Tapiro. Non, il faut bien reconnaître, là vous parlez du Gros du Roi par exemple, au moment de la période estivale, il arrive effectivement beaucoup de touristes et il y a une très forte propension à monter aussi les prix pour l'accueil collégial et convivial de ces touristes. Et je dois vous dire que quand vous payez sur un petit bar de plage un Coca-Cola, pour ne pas donner la marque, un soda 7,50 €, si vous êtes une famille avec 3 enfants, 4 enfants, c'est pas jouable, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils viennent plus. Donc peut-être qu'aussi il y a un travail à faire sur les prix, il y a un effort à faire sur l'accueil, et ce serait plutôt bienvenu. Alors, Marcel Benezet, en un mot ? Sur les prix, elle a raison, la dame, mais le problème, c'est qu'ils ont 3 mois pour travailler. Ouais. L'hiver, c'est très calme. Et ils ont des loyers et des gérances qui sont très chers. Et donc, ils se rattrapent l'été. Donc, du coup, ils ne se rattrapent pas s'ils n'ont personne. Effectivement. C'est un mauvais calcul. C'est qu'un jour ou l'autre, ils risquent de plus réouvrir du tout. Non, mais c'est vrai qu'on a quelques souvenirs. On a tous vécu ça. Même moi, dans le Val-de-Loire, figurez-vous, à côté d'un magnifique château, Coca à 5 €. Un verre de Coca à 5 €. On me l'a servi. C'était pas un restaurant, c'était dans un festival, vous voyez. Bon, Nicolas Corato. Oui, non, je voulais réagir, mais c'est pas méchant. Et je comprends les intérêts que vous défendez. Et ils sont tout à fait louables. Vous disiez les touristes, les clients ont des oursins dans les poches. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une question d'oursins dans les poches. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien dans les poches. Et que ceux qui ont des oursins dans les poches sont parfois les patrons qui n'augmentent pas suffisamment les salaires. On peut aussi parler d'eux. Peut-être l'État qui ne sait pas réduire ses taxes. Vous parliez de l'essence, mais que c'est quand même incroyable qu'on en arrive à plus de 2 € le litre à la pompe en plein mois d'août. Je comprends qu'effectivement, entre le coca en bord de mer et le litre d'essence, le choix soit vite fait. Et puis peut-être dire aussi que la modération sur les prix, c'est une affaire de tous et c'est un combat de tous et qu'il faut qu'on en soit tous conscients. Alors, vous aurez le mot de la fin, Marcel Benezet. Avant ça, Franck Guéguegna. Oui, l'aspect touristique est un moteur économique pour la France. Y compris dans le Calvados. Y compris dans le Calvados. Donc ça mérite quand même une attention toute particulière. Alors on parle du coca, on pourrait parler du café, etc. Bon, mais c'est quand même un chiffre d'affaires à peu près de 75 milliards par an en France. Voilà ce que le tourisme rapporte en France. Donc, et un gros employeur. Et un gros employeur. Donc ça mérite vraiment, un moment ou un autre, que l'on réfléchisse collégialement pour trouver... D'abord, il y a la démocratisation du tourisme, ce qu'on a appelé pendant un moment le tourisme de masse. Donc, et en face, on sait que ça apporte des recettes, même si on sait aussi que les premiers qui viennent sont plutôt quand même les étrangers. Donc je pense qu'il va falloir que tout le monde se retrouve pour dire qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que chacun sur son territoire puisse se développer et effectivement vivre correctement, décemment, les salariés, les patrons de ce secteur d'activité, je le rappelle, qui est essentiel pour la France. Alors, un dernier mot, mais allez rapidement, Marcel Benezet, peut-être votre conseil pour ceux qui ne sont pas encore partis. Où est-ce qu'ils peuvent partir sans payer trop cher ? À partir du 15 août, à partir de la semaine prochaine, c'est partout. Les prix vont commencer à baisser, donc ça va être intéressant. Mais il a raison, parce qu'aujourd'hui, c'est l'industrie hôtelière, c'est une industrie aujourd'hui, le tourisme. Et ça représente 7% du PIB français. Ouais. Il faut qu'on y fasse très attention, parce que si on perd cette manne touristique, on perdra beaucoup, parce que le tourisme aujourd'hui est un moteur d'emploi, est un moteur d'économie, il faut y faire très attention. Et le message sera passé sur Sud Radio. Merci en tout cas, Marcel Benezet, d'être intervenu sur Sud Radio.
président de la branche Café, Bar et Brasserie de Groupement National des Indépendants. Merci à vous également d'être intervenu. Bonnes vacances du côté d'Argelès à notre auditeur qui nous accompagnait pendant toute l'émission sur Sud Radio et qui était du Gers. Restez avec nous. On termine toujours par une petite note culturelle. Un point conseil de sortie. Tiens, faites du tourisme si vous en reste. Si vous reste un petit peu de temps, on va vous emmener dans le Var à un festival. C'est le festival Cinéma en Liberté. C'est du côté de Toulon et on en parle dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio avec Corinne Tapiro, Nicolas Corato et Franck Guéguenia. On vous emmène tout de suite dans le Var, direction Toulon, un endroit magnifique qui est cher à Sud Radio. On vous propose de découvrir le festival Cinéma en Liberté avec notre invitée. Bonsoir Lisa-Dora Fardali. Bonsoir, merci Sud Radio de me permettre de faire la promotion de ce festival toulonnais. Mais écoutez, on est ravis de le faire, en tout cas avec plaisir. On salue toutes les belles initiatives. Vous êtes la fondatrice, bravo à vous, et la directrice artistique de l'association et du festival Cinéma en Liberté à Toulon. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Merci. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Dites-nous tout. Alors écoutez, on est en plein, on vient d'ouvrir les portes à 18h30, ça va être pareil pour demain. On a une amplitude d'horaire en fait à Toulon. On ouvre les portes de la Tour Royale jusqu'à 1h30 du matin pour 2 soirées cinématographiques en plein air. Donc on invite les festivaliers à nous rejoindre rapidement pour pouvoir bénéficier de ce magnifique coucher de soleil puisque la vue est imprenable sur la mer, la rade, le Faron, c'est somptueux. Mais pas que, puisque cette édition va être lancée et ouverte en musique avec un petit DJ set en début de soirée de 19h à 19h30. Ensuite, vous aurez un concert musical pour la première soirée de Lorenzo Swing, qui est la musique plutôt de Digan, mais c'est très chaleureux, c'est très solaire. Pour samedi, ce sera Balayo qui viendra jouer. Donc c'est un duo. Là, c'est plutôt une musique brésilienne, mais en tout cas, on est toujours un peu dans la même veine, la même trempe de chaleur. On se rassemble, on va faire danser le public. C'est l'été. Pour ensuite ouvrir tout à fait la soirée de projection, les 2 soirées de projection, puisque ce sera vendredi et samedi pour une 30aine de courts-métrages diffusés, 10 pays en compétition. Pour continuer à vous en parler, la particularité cette année, c'est que le public est invité à élire son coup de cœur, puisqu'on a un jury et le public. Et le public qui va pouvoir décerner 4 prix qui ont été réalisés par Adrien Porte-Ludiana, qui est un artiste que j'affectionne beaucoup, parce que j'ai aussi une galerie d'art à Toulon qui s'appelle Les Frangines, avec qui je me permets de mettre en lumière différents artistes. Donc Adrien en est un. Et la particularité aussi, parce que peut-être vous avez découvert cette belle affiche avec ce géant du cinéma qui allume la Tour Royale, l'artiste est également ici. Il va croquer le public pendant les 2 soirées de projection et proposera ce dessin à la vente. On pourra se voir en peinture, en quelque sorte, si on va à vos séances. Cinéma en Liberté, c'est d'abord et avant tout du cinéma. Alors donnez-nous aussi un petit avant-goût de ce qu'on pourra y découvrir en séance. Grand volontiers. Vous pouvez tout de suite, d'ailleurs, pour les curieux et les passionnés, découvrir le site internet du festival, c'est festivalcinémaenliberté.com. Il y a le teaser de l'événement qui est également sur Facebook, la page Facebook du festival, Festival Cinéma en Liberté. Ce sont en fait une 30aine de films venant du monde entier. Avec des courts-métrages qui durent à peu près combien de temps? Des courts-métrages, on va jusqu'à 24-25 minutes au plus. Mais il y a aussi des très films, des short films, donc on appelle des très courts films qui font 2-3 minutes. On a de l'animation, du documentaire, de la fiction, de la comédie. Et il y a même un film d'horreur cette année. Ça, c'est une première en 12 ans de réalisation. Je dis réalisation de festival. C'est pas un format, en tout cas, on va dire, c'est un film de genre. Voilà. Ça, c'est bien aussi de pouvoir les mettre en lumière. Les réalisateurs se déplacent. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut pas oublier de dire. Ils sont très nombreux cette année, une dizaine, à venir présenter leurs films au public. Voilà. Et là, je vois tout le monde arriver. Je suis très émue. Je sens que ça va être une belle édition. Et vraiment, merci de m'avoir donné la parole pour présenter. C'est un travail de longue haleine avec une équipe d'enfer de 30 bénévoles qui se fera un plaisir de vous recevoir et de bien s'occuper de vous. Ça, je vous le promets. Mais écoutez, en tout cas, cette édition aura commencé sur Sud Radio. Qu'on s'en souvienne bien. On était ravis de le faire avec vous. Merci à vous, en tout cas, d'être intervenu. Il y a des cinéphiles autour de la table ou pas? Oui, mais surtout en plein air. Pour ceux qui sont jamais allés voir un film en plein air l'été, c'est absolument formidable. Il faut y aller. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes vieux, allez-y, seul ou accompagné, ou bien accompagné surtout.
Et toujours, exactement, quelques souvenirs de drive-in pour Nicolas Corato apparemment. Merci beaucoup, beau festival en tout cas. Merci de m'avoir donné la parole, c'est un régal. Avec plaisir. Merci à vous Lisadora Fardelli, fondatrice et directrice artistique de l'association et du festival Cinéma en Liberté à Toulon. Merci aussi à nos vraies voix de nous avoir accompagnés ce soir. Tout l'orchestre de Sud Radio, Corinne Tapiro, fondatrice de l'Observatoire des parents et de l'école et aussi conseillère d'arrondissement Les Républicains à Paris, Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, et Franck Guéguenia, porte-parole du Parti radical de gauche et maire de la ville d'Éperon dans le Calvados. Merci à vous, ça s'est bien passé votre première ? Eh bien écoutez, oui. Très bien. On espère que vous reviendrez, en tout cas vous serez les bienvenus. Il y a un autre festival qui commence dans quelques minutes sur Sud Radio, c'est avec l'ami Alexandre Priam, puisque la rentrée du rugby, en tout cas des championnats de France de rugby, c'est ce soir et ça a déjà commencé Alexandre ? Oui, effectivement, ça a déjà commencé du côté des championnats de France de rugby avec Brive qui mène pour l'instant du côté d'Agen. Magnifique essai signé Julien Blanc, l'ancien Castrais. Mais le multiplex va se poursuivre dans un instant sur Sud Radio, 19h, 7 matchs en direct. 7 matchs en direct à vivre sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. 7 matchs en direct à vivre sur Sud Radio. Je vous rappelle aussi ce rendez-vous que vous vivrez demain. Demain, samedi, justement, ce match France-Fidji, le 15 de France. Pas de blessés surtout, mais entraînez-vous bien les Bleus. On veut vous voir nous ramener cette coupe. Quoi qu'il en soit, belle soirée à l'écoute des amis Alexandre Priam et de toute l'équipe du service des sports sur Sud Radio. On se retrouve avec les vraies voix lundi prochain à partir de 17h.